Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Kate, je suis reporter image éthique et engagée. J'ai aussi créé la Fondation Marthe, Mouvement pour les animaux et le respect de la terre en 1999 pour sauver une famille de castors. Et c'est justement le thème de cette vidéo aujourd'hui. Non seulement j'aime ces animaux de tout mon cœur, mais je les étudie depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai passé plus de 7000 heures à vivre à leur côté et j'ai été l'une des rares à leur consacrer un long métrage sorti en DVD il y a une quinzaine d'années. C'est pour ça qu'on m'appelle la fille au castor. Avec toutes les connaissances que j'ai acquises à leur contact et les belles histoires que j'ai vécues avec eux, j'ai tellement de choses à raconter sur mes protégés. Si je devais tout regrouper cela sur un seul documentaire, celui-ci durerait des heures. Du coup, j'ai choisi de le faire à travers plusieurs vidéos qui aborderont chaque fois un thème différent. Certains castors vivent dans les marais, d'autres dans des étangs ou des lacs, et d'autres le long des rivières ou des fleuves. Les biotopes sont bien différents les uns des autres et les castors doivent composer avec leurs avantages et inconvénients et ils doivent s'adapter s'ils veulent survivre. Dans cet épisode, je vais te parler des castors qui vivent sur les bords du Rhône. Pour cette famille, il s'agit d'affronter la puissance du courant du fleuve, dont le débit moyen est de 270 m3 par seconde, avec des pics à plus de 1000 m3 en été. Et c'est justement la période critique pour les petits castors. Tu découvriras que la vie de ces animaux n'est pas toujours facile, car le Rhône peut très vite se montrer hostile et dangereux. Ici, la moindre erreur peut leur être fatale. Un défi pas toujours simple à gérer, surtout pour les petits castorins. Les castors m'ont toujours fasciné. Leur grande capacité d'adaptation qui leur permet de transformer leur environnement pour répondre à leurs besoins est juste incroyable. C'est notamment le cas avec les barrages qu'ils construisent pour maintenir un niveau d'eau suffisant, thème qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Toutefois, leur mode de vie les lie, ou plutôt devrais-je dire les restreint à l'eau et ils ne peuvent guère s'en éloigner. Cela limite leur déplacement et la répartition de leur présence sur le territoire suisse, lequel est jonché de barrages et autres obstacles infranchissables pour mes amis. Si les biotopes diffèrent, leur habitation est toujours la même. Un terrier souterrain ou une hutte lorsqu'il n'y a pas assez de terre dans laquelle creuser un abri. En cas de crue importante, les terriers peuvent être inondés, ce qui met la vie des jeunes en danger car ils risquent d'être noyés ou emportés par le courant. C'est ce qui est arrivé plusieurs fois à ce couple dont je suis l'évolution depuis plusieurs années. Voici leur histoire. Au printemps 2020, je voyais le ventre de la femelle s'arrondir et je me réjouissais déjà de découvrir les petites peluches, dont la naissance est prévue en mai, après une gestation de 3 mois et demi. En juin, je savais que les petits étaient nés car la femelle avait les mamelles pleines. À la période où les castorins sortent du terrier, je suis revenue plusieurs soirs par semaine durant plus d'un mois, dans l'espoir de les apercevoir, mais rien. Après plusieurs soirées à espérer, j'ai dû me résoudre au fait que les petits n'avaient pas survécu. « 2022, rebelote, j'étais folle de joie de découvrir ma maman castor portante. Pour se terminer par une grosse déception de ne voir aucun petit. Décidément, le sort s'acharne sur ce couple. Bon, je sais pas quoi penser, je suis un petit peu dépitée. Donc d'abord, je savais que les petits castors, ils étaient nés parce que la maman, elle avait les tétines bien pleines de lait. Donc j'attendais la sortie de ces petits mimis, rien du tout. Bon, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de pluie, des crues, le fleuve était vraiment très très haut. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont dû changer de terrier, que le leur était inondé. Bon, j'ai laissé passer quelques jours, pas de traces de petits castors. Je voyais la maman partir, chercher se nourrir, mais pas de petits castors. Je me suis dit, ben, est-ce que j'en ai de nouveau pas cette année? Parce que c'était déjà le cas l'année passée. 2023. Je poursuis mon travail éthologique avec les castors du fleuve. Tout au long de l'année, cette famille est contrainte de changer très souvent de terrier pour suivre les fluctuations importantes du niveau de l'eau. Il faut en effet que l'entrée du terrier soit toujours immergée pour assurer une protection contre les prédateurs.
Et en cas de crue, le terrier doit être suffisamment surélevé pour ne pas être inondé. À l'endroit où je me trouve, il y a vraiment beaucoup de débit et souvent les castors ont de la peine à remonter le courant. Leur technique, c'est de plonger sous l'eau pour avoir plus d'aérodynamie, mais évidemment tout en restant près des berges, parce que s'ils s'en éloignent et qu'ils vont plus au centre, là ils peuvent dériver sur bien des mètres et des mètres et des mètres, et ils ont de la peine ensuite à revenir sur les bords. Les castors du fleuve n'ont pas la chance de pouvoir se laisser flotter sur l'eau, de jouer, nager, plonger, comme ceux qui vivent dans des étangs. Les conditions de vie ici sont rudes. Au printemps, je retrouve avec bonheur maman castor dans le même secteur et je découvre qu'elle est portante. Après 2 catastrophes successives, je m'interdis de me réjouir pour ne pas être déçue. Mais les jours passant, je me prends à espérer. Je suis trop contente, ma petite castorette, elle va bientôt avoir des petits, je me réjouis de pouvoir les filmer. Un soir, j'assiste à une scène incroyable. Alors que je suivais un castor depuis la digue, celui-ci était très occupé à marquer son territoire. Plus tard, j'ai compris pourquoi il y mettait autant d'assiduité. Un castor intrus tentait de s'accaparer le site. Ni une ni deux, il a été immédiatement chassé à grands coups de dents et de pattes. Après cet affrontement, il y a lieu de réaffirmer sa présence avec un marquage de castoreum. Je ne m'ennuie jamais en compagnie de mes protégés. Qui a dit que les castors étaient pâteaux ? Certes, leur morphologie ne leur permet pas de gagner le concours du son en hauteur. Néanmoins, ils arrivent tout de même à escalader des gros rochers pour atteindre les jeunes branches de saule tant convoitées. La descente est plus compliquée et l'atterrissage se fait souvent sur le nez. Après quelques va-et-vient, cette femelle peut enfin commencer à boulotter près de l'entrée du terrier. Très souvent, quand un castor trouve un spot de nourriture, les autres le rejoignent. Transformer une branche feuillue en crayon ne prend que quelques minutes. Il commence par les feuilles, puis les petites branches, et ensuite il s'attaque à l'écorce. Ces bâtons de castor qui jonchent les bords des étangs ou des cours d'eau permettent de déterminer en fonction des marques de dents laissées s'il s'agit d'un petit, d'un juvénile ou d'un adulte. La marque des incisives, là. Après avoir rempli son estomac, cette femelle décide de faire un brin de toilette. Et moi, je suis aux anges quand je regarde ce petit Bouddha tellement drôle. Ses postérieurs palmés qui servent à sa propulsion lorsqu'il nage sont dotés d'un orteil qui comporte 2 griffes pour l'entretien minutieux de son pelage. Ce dernier est très important car il lui garantit une parfaite imperméabilité dans l'eau. Chaque bourrelet est soigneusement inspecté et nettoyé à grands coups de dents et de pattes. Mais cette bouille, oh mais comment ne pas craquer ? Son conjoint la rejoint pour en profiter parce que certaines parties du corps sont tout de même difficiles à atteindre, alors à 2, c'est plus sympa. Les mâles et femelles castors sont morphologiquement identiques. La seule façon de les distinguer, c'est quand ils sont hors de l'eau et que leur ventre est visible. Chez les femelles, on aperçoit alors 2 ou 4 mamelles au niveau de la poitrine. Les castors ont également la particularité de n'avoir qu'un seul orifice uro-anal génital qu'on appelle le cloaque. On le voit très bien sur ces images. Cette spécialité leur permet une meilleure perméabilité étant donné qu'ils passent beaucoup de temps dans l'eau. Leurs incisives sont oranges à cause du tanin contenu dans l'écorce des branches et des troncs qu'ils débitent. Leurs dents poussent en permanence, ce qui leur permet de tronçonner et de ronger sans les user. Ils ont de toutes petites mains très agiles qu'ils utilisent pour creuser, s'agripper ou tenir des branches. Juillet. Ce soir, sans le savoir, je filme mes dernières images de Papa Castor. Je ne l'ai plus jamais revu, ce qui n'est pas normal, car les castors sont des animaux monogames et ils restent ensemble toute leur vie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je laisse passer quelques jours avant de retourner au bord du fleuve.
Nous sommes maintenant en août. Mais non, mais j'y crois pas, mais j'y crois pas. Mais depuis le temps que je les cherche, que je les attends. Juste derrière moi, une maman avec un petit bébé castor. Bon, allez, je vous laisse parce que là, la priorité, c'est d'aller les filmer. Normalement, dans une portée, il y a souvent 2 petits castors. Mais là, celui-là, il est tout seul. Je sais pas si l'autre est mort ou si, ma foi, voilà, il est né tout seul. Les mystères de la nature, hein. Oh, il fait sa toilette, on dirait une peluche. Avec une telle puissance de courant, pour remonter le fleuve, il faut longer les rives. En voulant s'approcher des canards, Minus a dépassé la limite des eaux calmes et a failli être emporté par le courant. Sa curiosité a failli lui coûter la vie. Sa maman le réprimande et le mord pour le repousser vers l'entrée du terrier. Mais bébé castor n'en fait qu'à sa tête et il a une âme d'aventurier. Il ne se rend pas compte du danger. Cette situation m'inquiète beaucoup parce qu'à cette époque de l'année, le débit du fleuve est à son maximum. Tandis que maman fait l'inspection des bourrelets, il essaye de téter, mais il y a un moment pour tout et elle ne se laisse pas faire. Quelques minutes plus tard, Minus est tenté de refaire la même bêtise qu'avant. Mais d'un regard sévère, sa maman l'en dissuade. La 3e fois, il restera sagement derrière elle. La leçon semble retenue. Pour le moment. C'est difficile pour ce petit de ne pas pouvoir jouer, nager à sa guise, contrairement aux autres qui vivent dans des étangs ou des rivières à faible débit. Il mérite bien un petit câlin. Il est obligé de s'accrocher à sa maman pour pas être emporté par le courant. Ah, c'est dur quand même la vie pour ces petits ici, là. Une coulée leur permet de se poser un moment et cette fois, les canards réussiront enfin à passer. Les émotions s'accreusent. Maintenant, il a droit à une rapide tétée. À son âge, le lait maternel ne suffit plus et il se nourrit également de végétaux tendres. Un vrai petit cascadeur, ce Minus. Quand je les regarde avec leur bouille tellement mignonne, je ne peux m'empêcher de me demander comment a-t-on pu éradiquer cette espèce par le passé. Ce soir-là, après avoir eu le bonheur de filmer ces scènes de vie merveilleuses, je me dis que toutes ces heures d'attente en valaient la peine. Le lendemain soir, je veux être aux premières loges pour suivre les aventures de mes 2 protégés. C'est pas un moment que je fais des allées-venues, mais je les trouve pas ce soir. Bon, avec la canicule, peut-être qu'ils sortent beaucoup plus tard. Je vais patienter encore un petit peu. Les jours suivants, je reverrai la maman, mais plus jamais le petit castorin. Vu la configuration du terrain, il est peu probable qu'il ait été prédaté. Je pense plutôt qu'il a été emporté par le courant. Je suis vraiment dégoûtée, je suis triste, quoi. Depuis que je suis cette famille castor, c'est la 3e portée qui meurt tragiquement. C'est vraiment... le biotope du Rhône, c'est vraiment... c'est dur comme condition de vie, hein. Les petits, ils ont tellement peu de chances de survie, la preuve, quoi. Ouais, c'est dur d'être impuissante, mais en même temps, c'est les lois de la nature, mais pas tout à fait quand même, parce que ce Rhône, voilà, il y a aussi l'influence des barrages, et ça, c'est les humains qui sont derrière, c'est pas que la pluie, que les crues. Voilà, ça me laisse un peu mitigée, là. Faut que j'encaisse le truc, là. 3 portées de suite, c'est quand même... ouais. Là, je suis pas bien. Faut que j'aille digérer ça, là.
Comme tu l'as vu dans ce reportage, les castors qui vivent sur les bords d'une rivière ou d'un fleuve à haut débit n'ont pas la vie facile, comparée à ceux qui vivent dans des eaux calmes. Cette étude que j'ai menée m'a beaucoup appris, et plus on en sait, plus on se rend compte que le monde sauvage est intéressant et complexe. La moyenne de 5 individus par terrier servant à établir des statistiques du nombre de castors vivant en Suisse se révèle erronée dans bien des cas d'observation. En effet, rares sont les familles qui ont la chance de compter 2 parents, plus 1 ou 2 subadultes et encore 1 ou 2 castorins. Il serait bien que les personnes mandatées par la Confédération ou les cantons pour le suivi du castor remettent en question leur méthode de comptage. Le fait d'avoir exagéré le nombre de castors vivant en Suisse leur a d'ailleurs fait beaucoup de tort, puisque cela a provoqué leur sortie de la liste des espèces protégées. Quand on sait que ces animaux ont été totalement éradiqués par le passé et que leur réintroduction a nécessité des efforts considérables, on est en droit d'espérer une meilleure protection de cette espèce clé de voûte, indispensable à la biodiversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes aventures en nature. Tu peux me rejoindre sur Patreon pour soutenir mon travail de reporter image et mes actions en faveur du vivant. En t'abonnant à cette page, tu auras accès aux coulisses de mon travail, à des images exclusives rien que pour mes membres, tu connaîtras mes projets et tu peux bénéficier de cadeaux surprises ou des bons cadeaux. Tout le monde est gagnant. À bientôt!